Ouah, mais il est fou! Une vidéo de plus d'une demi-heure? Bah ouais, mais bon. Aujourd'hui, on va parler d'un des sujets les plus importants pour notre avenir, et avec un invité de marque, il fallait au moins ça. Manger! C'est ce qu'il y a de plus essentiel dans notre quotidien, peut-être juste derrière l'accès à l'eau. En plus, il n'est pas nécessaire d'enquêter pendant des mois pour se rendre compte que notre alimentation est loin d'être idéale et que le système agricole français, européen et plus largement occidental part carrément à la dérive. Dans ce nouvel épisode, on va donc se pencher sur le thème de la production alimentaire et découvrir ce qu'est la permaculture. Le monde aujourd'hui fait face à une crise sans précédent. Plusieurs limites planétaires sont déjà atteintes et le réchauffement climatique impacte la vie de millions de personnes. Mais partons du principe que nous allons réussir à inverser cette tendance, que demain nous vivrons dans un monde décarboné, que certains écosystèmes naturels seront conservés et qu'une nouvelle société humaine, plus juste, pourra voir le jour. Bonjour et bienvenue dans Et après, l'émission où l'on se demande, où l'on imagine à quoi ressemblera vraiment le monde de demain. Un monde plus juste, plus décarboné et plus durable. Pour cette 6e émission, nous nous sommes rendus en Normandie, dans la ferme du Bec-et-Loing, où nous avons été chaleureusement accueillis par Charles-Hervé Gruyer, qui nous a expliqué en quoi consiste la permaculture. La permaculture, chacun peut l'apercevoir comme il veut. Déjà, c'est pas évident à définir, mais étymologiquement, c'est la quête d'une culture permanente, permaculture. Au début, c'était une agriculture permanente. Et puis, les fondateurs australiens se sont aperçus que la permaculture pouvait nous permettre de penser notre société bien au-delà du monde agricole. En d'autres termes, comment est-ce qu'on peut habiter durablement la Terre, la seule planète vivante qu'on connaisse? La permaculture nous invite à repenser la totalité de notre mode de vie, d'inventer un art de vivre qui soit heureux, épanouissant pour les humains et chouette pour toutes les autres formes de vie et pour la planète. Et le cœur de la démarche permaculturelle, c'est de prendre la nature pour modèle, c'est de se laisser inspirer par le vivant. Et c'est ce que fait Charles depuis une vingtaine d'années sur une petite exploitation agricole au fond de la vallée du Bec-et-Loing. En fait, ces fonds de vallée, il y a très peu de terres arables. Et depuis le néolithique, ils n'ont jamais été cultivés. C'était plutôt dévolu à l'élevage, donc de vertes pâtures bien vertes, bien normandes. Et nous, on a entrepris de cultiver, je dis nous parce que j'ai développé cette ferme avec mon ex-épouse Perrine. Bon, on est séparés depuis 2 ans et demi. On a entrepris très naïvement de cultiver ce fond de vallée. Et du coup, les vertes pâtures sont devenues une sorte d'oasis ultra dense, dominée par des arbres. Parce que je crois que ce sont les arbres qui vont sauver la planète. Donc en tant que paysan, je plante surtout des arbres fruitiers qui donnent de la nourriture, mais qui rendent aussi tous les services que rendent les arbres en général. On a divisé les grands prés initiaux en plein de petites parcelles. Alors il y a des parcelles de potagers, de vergers maraîchers en l'occurrence. Il y a des prés vergers, il y a des parcelles pour les animaux, il y a les serres, il y a des forêts-jardins, un habitat un petit peu dispersé, des petits bâtiments utilitaires un peu dispersés. Donc quelque part, ça ressemble à une vision de la Normandie rurale d'avant le remembrement. Donc c'est un paysage complexe. Et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que comme la nature va toujours vers plus de complexité, eh ben une ferme comme ça, qui regroupe plein d'éléments différents, et qui les met en synergie, qui les fait interagir, eh bien, ça crée un milieu très riche. Un milieu riche, construit avec des ressources locales, qui met en avant le travail de la main. On vous a planté le décor. Mais pour mieux comprendre ce qu'est la permaculture, je vous propose que l'on s'intéresse à un exemple en particulier, celui de la serre et de son poulailler. La serre, c'était un peu un challenge parce qu'on a une serre qui fait à peu près 600 mètres carrés et donc c'est quand même une grande bulle de plastique, c'est très artificialisé en soi. Et au début, même je la cultivais avec mon cheval, en rang bien droit. 15 ou 17 ans après sa construction, c'est vraiment devenu un petit monde et les gens qui rentrent sont assez scotchés parce que t'as des arbres, alors en l'occurrence, des arbres qui ont du mal à pousser dehors avec notre climat normand. Figuiers, bananiers, agrumes, même pêchers. Il y a des lianes, des plantes grimpantes, il y a des vignes, il y a des fruits de la passion. Il y a du jasmin qui fait des grands massifs qui courent sur les structures de la serre. Alors tu rentres, ça embaume, tu te croirais au Maroc. C'est un vrai écosystème, il y a 3 petites mares, il y a des fleurs, il y a des plantes aromatiques, il y a des légumes bien sûr. Et puis tu évoquais le fait qu'il y ait aussi au cœur un poulailler. Alors les poules ne sont pas enfermées dans cette boîte, elles peuvent sortir, elles ont un parcours extérieur en libre accès, mais leur QG c'est un assez grand poulailler où elles pondent, etc.
Et on met dedans tous les restes de culture, donc quand on désherbe ou quand on récolte, les parties qui ne sont pas commercialisables, allez paf, ou le compost de la famille. Alors les poules sont super contentes parce qu'elles s'en nourrissent, et on complète avec un peu de grains parce qu'elles ont quand même besoin de protéines végétales pour pondre. Et puis toute cette matière organique qu'on leur apporte, elles le transforment en un super compost parce qu'elles gratouillent là-dedans toute la journée, elles enrichissent avec leur fiente. Ça, c'est bien l'esprit de la permaculture, c'est de faire se rencontrer des éléments différents, par exemple là en l'occurrence des plantes, des animaux, et on s'aperçoit qu'on gagne en efficience. Et si tu cherches vraiment à optimiser le truc, ce qui est assez l'esprit de la permaculture, et ce qui est très rigolo parce que c'est stimulant intellectuellement, eh bien tu t'aperçois que, comme on voulait pas perdre de place, on a mis des bacs de culture à 2,50 m de haut, au-dessus du poulailler. Et comme la chaleur monte, on a en moyenne 5 degrés de plus. Et du coup, c'est génial parce que nos cultures, en haut, on cultive les melons, les pastèques. C'est vraiment la démarche permaculturelle qui est de mettre beaucoup de conception. C'est avant tout un système de conception. Donc tu penses ton truc en amont et puis tu l'améliores constamment de manière à ce qu'il gagne en efficience et que tu aies des résultats plus importants, donc une production plus élevée, avec moins d'intrants et moins d'énergie. La question de l'énergie est très importante. La permaculture, une histoire de conception. On pense des systèmes qui imitent la nature et on s'amuse à les bricoler pour les rendre de plus en plus efficaces. Du design donc, qui est lui-même issu d'un ensemble de principes. Car la permaculture n'est pas une suite de règles à appliquer, bien au contraire. Elle procède de la nature et donc par définition, elle s'adapte à tous les milieux, tous les climats, tous les environnements. De ces principes permaculturels découlent naturellement plusieurs bonnes pratiques et plusieurs systèmes à mettre en place. L'un d'entre eux, peut-être le plus connu, est aussi un exemple d'imitation de la nature, la forêt-jardin. J'ai une passion pour les peuples premiers, et notamment les Amérindiens. J'ai beaucoup vécu chez les Indiens Wayana en Guyane française. Et on partait en pirogue une semaine entière et c'était comme un grand jeu pour eux. C'était pas la jungle, l'enfer vert, c'était la Pachamama, la forêt nourricière. Et puis paf, une flèche, un poisson énorme qui débarque dans la pirogue, un coup de machette, un régime de fruits de koumou. Et du coup, vraiment cette idée que la forêt nous nourrissait. Et on s'est dit, mais c'est génial ce truc. Alors on a creusé un peu, et en fait la forêt-jardin, c'est l'imitation d'une forêt sauvage, mais où à peu près tous les végétaux sont comestibles. Donc quelque part, c'est une invitation à recréer des néo-jungles nourricières, toutes petites, très concentrées, qui peuvent être glissées dans les interstices de nos tissus urbains ou périurbains ou agricoles, mais qui quelque part, mis bout à bout, vont recréer un peu des petits points verts, des petits confettis verts sur la carte de la France ou du monde, et recréer un peu de cette grande forêt des origines. Bon, ça, c'est la vision. C'était la vision que portait Robert Hart, qui était un peu le pionnier anglais des forêts-jardins en Occident il y a 50-60 ans. La vision, c'est essentiel pour sortir des sentiers battus, penser différemment, et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de vous partager ici, dans Et Après, des imaginaires du monde de demain. Et à ce titre, j'ai demandé à Charles quelle était sa vision quand il a posé ses valises au Bec et Loing. Quand on a créé ce lieu avec Perrine, c'était avant tout une quête de beauté et d'harmonie. Alors je l'ai souvent répété, mais je l'assume totalement, même si ça fait un peu naïf et fleur bleue. C'était vraiment la quête d'une alliance avec la terre, avec les plantes, avec les animaux. C'était un rêve d'un lieu doux, d'un lieu pour se reconstruire, pour vivre heureux ensemble, pour avoir des amis poneys, des amis moutons, des amis chèvres, des amis poules. C'était un rêve très naïf en fait, de beauté et de douceur dans un monde qui est souvent un peu violent et cruel. On a ouvert au public en 2007. Et très vite, la ferme a été de plus en plus fréquentée et on s'est juste aperçu que notre rêve ressemblait au rêve de plein de gens et que ce rêve d'une petite ferme flotte dans notre imaginaire. Ça fait écho à nos livres d'enfants, Caroline à la ferme, Sylvain et Sylvette. Je crois qu'on a ce rêve d'un lieu qui te nourrit, qui te protège. Et quand je dis qui te nourrit, c'est pas juste ton corps avec des super bons aliments, c'est un lieu paisible pour tes émotions, un lieu de calme et de concentration, et un lieu même peut-être d'élévation spirituelle en fait. Cette beauté du vivant te nourrit sur tous les plans. Dans un monde qui va de plus en plus vite, où on est de plus en plus nombreux à être déracinés, pour beaucoup, inventer sa vie rêvée, sa meilleure vie, comme diraient les jeunes, t'inventes ta meilleure vie, souvent, ça peut être créer une alliance avec un petit bout de terre où tu vas façonner un monde qui t'entoure, qui te nourrit, qui te protège, qui peut accueillir les autres, mais qui filtre un peu les bruits du monde et la violence du monde.
Alors, année après année, Charles et toutes les personnes qui l'entourent ont pu expérimenter l'écoculture, nom donné à l'application agricole de la permaculture, donc la production de nourriture dans une démarche durable, inspirée et respectueuse de la nature. J'avais été très frappé par le travail d'un agronome qui s'appelle Mathieu Calame, qui dirige la Fondation pour le progrès de l'homme, et qui a écrit un livre qui s'appelle La tourmente alimentaire, où il retrace d'une manière assez décoiffante l'histoire de l'agriculture. Il dit que notre agriculture, à nous, Européens, elle est née dans le croissant fertile, c'est ce qu'on apprend à l'école. On oublie qu'il y a eu plein d'autres formes d'agriculture ailleurs dans le monde. C'était des milieux ouverts, c'était des steppes. Et donc les premiers agriculteurs, tout naturellement, ils ont cultivé des graminées, des fèves, enfin des plantes de steppe. Et ils ont élevé des animaux des steppes, des ovins, des bovins, des caprins, des équidés. Quand cette agriculture s'est répandue à travers le monde, notamment en Afrique du Nord et en Europe, eh bien, ils se sont heurtés à des arbres. Parce que même ce qui est aujourd'hui le Maghreb, c'était largement boisé au néolithique. Et effectivement, ils ont voulu recréer leur milieu d'origine, puisqu'ils étaient formatés grandes plaines, steppes. Ils ont largement désertifié, en fait, l'Afrique du Nord et le pourtour méditerranéen et une partie de l'Europe. Et il y a eu des catastrophes écologiques dès le néolithique. Et le problème, c'est que notre agriculture moderne, elle va encore beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans une steppisation de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on ouvre tout, les arbres sont des ennemis, et on crée ces immenses monocultures qui sont une injure faite aux vivants, en fait, et qui ne fonctionnent pas dans la durée. Au début, ça fonctionnait parce que déjà les sols étaient riches grâce aux apports de matière organique des paysans d'avant, des générations passées. Et puis parce qu'on mettait beaucoup d'engrais de synthèse avec beaucoup de pétrole pas cher. Mais dans un monde post-pétrole où l'énergie est rare et chère, ça marche pas du tout. Et Mathieu Calame dit que l'agriculture du néolithique a été inefficace d'un point de vue énergétique parce que les premiers agriculteurs brûlaient la forêt, donc ils bénéficiaient d'un excédent de fertilité que la forêt avait accumulé pendant quelques décennies. Et Mathieu Calame dit que notre agriculture moderne, en termes énergétiques, elle est beaucoup plus inefficace que l'agriculture néolithique. Pourquoi ? Parce que nous, on brûle l'excédent de fertilité du carbonifère. C'est-à-dire on brûle des réserves d'énergie fossile, de pétrole, de gaz, que la nature a mis des millions d'années à constituer. On est dans des formes d'agriculture qui ne sont pas du tout pérennes et pas du tout auto-fertiles. Alors que l'écoculture qu'on pratique ici, elle produit beaucoup de nourriture et une nourriture de qualité pour les humains, mais elle agrade le milieu, elle améliore le milieu. Et la ferme devient de plus en plus auto-fertile. Elle n'est peut-être pas les premières années, mais au bout d'un moment, tu as tellement de ressources à l'intérieur de ta ferme que tu peux concilier un double objectif qui est de produire une nourriture de qualité et de reproduire la fertilité et même d'améliorer la fertilité. Donc si je résume, une nourriture de qualité, pas d'intrants, c'est-à-dire pas d'engrais, une fertilité des sols à la hausse et tout ça avec un bilan énergétique propre car on ne va pas puiser dans des ressources que la nature a mis des années ou des millions d'années à créer. Dit comme ça semble un peu idyllique. Mais est-ce que ça marche ? À la ferme, on a eu la chance d'être très vite bien connecté à la communauté scientifique, tout au moins aux chercheurs qui s'intéressaient à ces idées-là. Et dès 2011, on a pu lancer des programmes de recherche, et il y en a toujours un certain nombre là. Les études scientifiques qui ont été menées ici ont montré que sans pétrole en travaillant à la main, je parle d'une production maraîchère, mais il y a aussi des fruits, il y a aussi des animaux sur la ferme, en travaillant totalement à la main, on produisait en moyenne 10 fois plus par unité de surface, mettons 10 fois plus au mètre carré, cultivé. Mais que dans le même temps, la fertilité des sols, elle explosait. On est parti de sols relativement ingrats, peu profonds, peu de minéraux biodisponibles. Et en l'espace d'à peu près 7 ans, une étude menée par l'université de Gembloux en Belgique a montré qu'on avait jusqu'à plus 10% de matière organique par an. Mais ce qui est colossal. Et que dans le même temps, les minéraux biodisponibles, c'est-à-dire la nourriture des plantes, avaient explosé, mais dans des proportions énormes. Alors même qu'on n'achète pas d'engrais minéraux. Ça, c'est une petite révolution en matière d'agriculture. C'est-à-dire que tu peux produire 10 fois plus à la main et dans le même temps améliorer très très vite la fertilité des sols. Niveau rentabilité, les chiffres sont en effet assez surprenants. Le maraîchage bio produit en moyenne en France autour de 30 000 € par hectare, soit 3 € du mètre carré. Car je vous rappelle, un hectare c'est 10 000 mètres carrés, c'est-à-dire un carré de 100 mètres par 100 mètres, si comme moi vous avez du mal. Au bec et loin, le mètre carré maraîcher produit quant à lui 55 € du mètre carré, grosso modo 10 fois plus. Et donc, à production égale, sur 10 fois moins de surface. La bonne nouvelle, c'est que
Si tu produis autant sur un dixième d'hectare que sur un hectare, tu libères les 9 dixièmes d'hectare. Et là, ça, c'est un énorme switch en matière d'agriculture. Parce que à partir du moment où tu libères les 9 dixièmes du territoire, waouh, tu as un champ des possibles qui s'ouvre, mais d'une manière exponentielle. Tu peux planter des centaines ou des milliers d'arbres, tu peux élever des animaux, tu peux créer des mares, planter des forêts-jardins, avoir des haies, construire un éco-habitat, sanctuariser une portion du territoire pour la nature sauvage. Et du coup, tu t'aperçois aussi que la biodiversité explose. Donc, à notre époque où la biodiversité est très menacée, ben ça, c'est très précieux. Ton cœur intensif, on dit la zone 1 en permaculture, qui est très intensément soignée, qui produise les légumes, eh bien, elle est nourrie par les 9 dixièmes du territoire restant. Tu as plein de ressources en matière organique qui vont venir te fournir des paillis, du compost. Le champ des possibles, mais s'ouvre, se déploie, c'est dingue. Et réintroduire de la nature, la vraie, sur cet espace libéré, offre de nombreux services écosystémiques et en plus, c'est gratuit. Par exemple, le fait que tu aies une grande biodiversité, ça veut dire que tu as plein d'auxiliaires utiles pour réguler les bioagresseurs des cultures. Donc tu as beaucoup moins de problèmes phytosanitaires. Le fait que tu aies une canopée d'arbres et des arbres partout, tu as moins de vent, tu souffres moins des écarts de température, tu souffres moins des canicules, des sécheresses. Le fait qu'on creuse des mares partout permet de stocker l'eau dans le paysage, de stocker aussi l'énergie dans les sols, dans les arbres, l'énergie du soleil. Donc du coup, c'est une manière mais radicalement différente. C'est une véritable révolution dans la manière de penser ta ferme, ton système agraire. Ce retour à plus de nature peut paraître un peu passéiste. C'est d'ailleurs souvent la critique adressée aux propositions qui vont dans le sens de l'écologie. Je ne crois pas au modèle Amish. C'est donc tout naturellement que j'ai posé la question à Charles. Est-ce que, avec une telle démarche, on ne serait pas en train de faire marche arrière et de revenir dans le passé? Par certains aspects, oui, mais d'une manière positive, c'est-à-dire qu'on se laisse inspirer par le passé. On est à une époque où il y a une sorte de culte du progrès. On fonce en avant à toute allure, on ne sait pas du tout où on va, peut-être droit dans le mur, ou comme le Titanic, droit sur l'iceberg. Mais on est en marche avant toute, on ne se pose pas trop de questions. On ne sait pas où on va, mais on y va, et très vite. Et le passé est ringard, tu vois. Ah, le progrès, le progrès. Mais le passé, mais il y a plein de trucs merveilleux dans le passé. Ici, notre démarche, c'est que on s'intéresse beaucoup, par exemple, aux formes d'agriculture pré-industrielle. Comment faisaient les gens autrefois, quand ils n'avaient ni grosses machines, ni pétrole pas cher? Ils vivaient aussi, hein, et puis il y avait des trucs qui marchaient, quoi. C'était pas forcément ringard, le passé. Et on s'intéresse aussi beaucoup aux autres cultures, aux cultures de type non occidental, parce qu'elles ont développé des merveilles. Et nous, occidentaux, on est souvent très prétentieux dans notre rapport au monde. On a laminé, colonisé les autres cultures en les prenant pour des sous-développés. Or, ces cultures avaient souvent développé dans le secteur qui nous intéresse de l'agriculture, des merveilles aussi. Donc ici, à la ferme du Bec-et-Loing, pour trouver des solutions élégantes dans le passé et dans d'autres formes de culture. Mais on s'inspire aussi beaucoup du meilleur de notre époque. Moi, j'adore notre époque. Hein. Internet, c'est un outil fabuleux quand même. Et notre époque, notamment, elle est caractérisée par un grand essor des sciences, et notamment des sciences du vivant. C'est passionnant de mieux comprendre comment fonctionne la biosphère, le climat, un écosystème naturel, les sols, les végétaux. C'est éminemment passionnant. Donc, croiser des approches anciennes avec les découvertes scientifiques contemporaines pour chercher des solutions pour demain. Et en parlant de solutions pour demain, il est temps de parler de notre sujet de prédilection. À quoi ressemblera vraiment le monde de demain? Vous vous souvenez? Un monde plus juste, plus décarboné, plus durable? Si on se projette dans une période, mettons dans une génération, 2 générations, ou à l'horizon 2100, j'en sais rien. Pour moi, évidemment, la solution, c'est de revenir au local et à l'ultra-local. Plus question de faire circuler la nourriture et les biens de consommation depuis la Chine, tout autour de la planète, comme ça, à un rythme accéléré. On ne pourra plus, parce que ça coûte trop cher en termes d'énergie, et le prix à payer pour le climat est beaucoup trop élevé. Donc, les biens dont on a besoin pour vivre, notre alimentation, ceux qui nous soignent, ceux qui construisent nos maisons, ceux qui nous habillent, plus c'est local, plus ça sera doux pour la planète. Par contre, ce qui me réjouit beaucoup, c'est que les idées, tout ce qui est immatériel, nos cultures, l'art, nos musiques, nos spiritualités, ça peut croître de manière exponentielle. C'est-à-dire que les biens matériels, on est limité par les frontières de la planète, qu'on est en train de transgresser, mais on ne va pas les transgresser longtemps. Mais par contre,
Tout ce qui fait la richesse d'un être humain, c'est ce potentiel de dialogue, de rencontre, de communion, de célébration. Ça, c'est immatériel, c'est infini. Donc moi, j'imagine le monde comme beaucoup plus de petits villages, de petites communautés, avec beaucoup plus de paysans, beaucoup moins d'usines, mais beaucoup plus d'artisans, du très local, du très ancré dans les réalités du terroir. Le retour au local, évidemment, mais avec une certaine manière de repenser nos vies autour de petites communautés. C'est aussi une manière de se réapproprier nos territoires, comme nous l'avons vu dans l'épisode avec Damien Deville, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Mais présenté autrement, cela pourrait aussi signifier un retour direct au début du siècle précédent. Sauf que non, car entre-temps, nos sociétés ont pas mal évolué. Moi, je reviendrai pour rien au monde aux communautés françaises d'entre-deux-guerres ou du 19e ou des siècles d'avant, où c'était chaleureux, soudé, solidaire, mais ultra stratifié d'un point de vue social, ultra normé, ce décloisonnement qu'on a sur les manières de penser, sur les formes que peuvent adopter la spiritualité. Ouf, qu'on ait fait péter ce fardeau moral oppressant que les gens transgressaient en sous-main, tu vois, mais c'était étouffant le regard des autres autrefois. Là, maintenant, il y a beaucoup plus de liberté en matière de sexualité, notamment par exemple de genre. Ça fait du bien cet air frais. Je vois la génération de mes enfants, ils vivent une ouverture que aucune époque de l'humanité n'a offerte, tu vois. Donc les communautés de demain, je les vois infiniment plus ouvertes que les communautés du passé. On peut inventer nos modes de vie maintenant. C'est pas toujours évident, mais si on est vraiment très motivé, on peut. Et qu'en est-il de l'agriculture? Comment va-t-elle évoluer et quelle sera la place des paysannes et des paysans dans le monde de demain? J'imagine qu'ils seront beaucoup plus nombreux et pas forcément des professionnels de l'agriculture. Actuellement, tu as moins de 3% des actifs qui sont agriculteurs. Ça, c'est possible quand tu as plein de pétrole pas cher. Mais dans une société post-pétrole, plus sobre en énergie, je pense qu'il faudra beaucoup plus de gens qui se reconnectent à cette fonction essentielle qui est la production de nourriture. Et je pense que c'est un mouvement de fond d'ailleurs auquel on assiste dès aujourd'hui. De plus en plus de gens s'intéressent à ce qu'ils mangent. Ils n'ont pas envie de manger du Roundup. Ils ont envie de produire eux-mêmes des trucs qui poussent dans leur jardin, qui sont savoureux, ultra frais, plein de nutriments et de vitamines. Ça peut être quelques dizaines de mètres carrés dans un petit jardin de pavillon de banlieue où tu élèves des poules, où tu as à la fois des arbres, des petits fruits, des légumes, des plantes grimpantes. Ça peut produire beaucoup de nourriture, ou ça peut être une micro-ferme de quelques hectares. Mais je pense que l'agriculture va en partie se déprofessionnaliser et qu'il y aura des millions et des millions de micro-fermes partout qui vont mailler le territoire et du coup nourrir les communautés locales. Notre modèle actuel, il n'est pas du tout résilient. Sans ça, ça va être des famines à tous les coups. Donc on voit que chaque fois qu'il y a une crise profonde, une guerre, etc., toujours les gens reviennent au potager, remettent en culture les jardins urbains, les parcs. Il y aura toujours des agriculteurs professionnels, il y aura certainement toujours des grandes fermes, des moyennes fermes, des petites fermes, mais il y aura certainement beaucoup plus de petites fermes. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la permaculture ou sur la vision de Charles pour le monde de demain, je vous encourage évidemment à aller écouter la version podcast de l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Nous sommes allés dans les détails sur tous ces sujets. Alors, rêver, avoir une vision pour le futur, c'est bien, c'est important. Avoir un plan, c'est mieux, mais il faut aussi savoir d'où l'on part. Et c'est ce que nous allons aborder à présent. L'agriculture telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Honnêtement, c'est très difficile d'être agriculteur en France. Tu gagnes dérisoirement peu, mais c'est une honte. Moi, je viens de faire une étude pour ma retraite. Donc, si je travaille jusqu'à 67 ans, il faut que je travaille, tant que j'aurai la force, il faudra que je travaille, mais 20 ans de cotisation comme chef d'exploitation agricole, avec des cotisations qui sont pas du tout minimes, ça peut être des dizaines de milliers d'euros par an les bonnes années, ça me donne tiens-toi bien, à 97,80 € de retraite agricole par mois, pour 20 ans de cotisation. Même pas 100 €, tu vois. C'est ouf, mais les gens n'ont pas idée de ce que c'est d'être un agriculteur en France aujourd'hui, quoi. C'est scandaleux. J'ai eu un gros accident de bûcheronnage il y a un peu plus de 3 ans. Je me suis pris un gros chêne qui m'est retombé dessus. Donc j'étais en arrêt de travail sur le papier pendant 2 ans et demi. J'avais droit à 26 € par jour pour faire vivre ma famille, payer un remplaçant et payer toutes les charges de ma ferme. Mais comment tu fais ?
On est dans un système qui étrangle les paysans. Alors pas les gros qui touchent plein de subventions de la PAC, il y en a qui s'en sortent honnêtement très bien. Mais être un paysan normal en France aujourd'hui, c'est ultra dur. J'aurais jamais l'outrecuidance d'aller faire la morale à mes confrères, à mes consoeurs, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que nos pratiques sont pas durables. Donc on épuise les sols, on épuise les ressources en eau potable, on détruit le climat, on détruit la biodiversité, tout ça pour produire des produits alimentaires dont souvent les agriculteurs disent eux-mêmes qu'à leur grande honte, ils ne mangeraient pas leur production, tellement ils ont mis de pesticides dessus. Donc c'est satisfaisant ni pour le monde agricole, ni pour la société dans son ensemble, et encore moins pour la biosphère, et encore moins pour les générations qui vont nous succéder. Donc n'attendons pas d'avoir trop dégradé la planète pour changer de cap. En Europe, en France par exemple, on consomme quasiment 3 planètes, l'équivalent de 3 planètes. Les Nord-Américains, c'est 5 planètes et demie. Et l'humanité, j'allais dire, heureusement pour nous les riches qu'il y a une majorité de pauvres. Mais j'ai honte en disant ça, tu vois, c'est horrible comme phrase. Mais quelque part, le fait que tu aies plein de gens qui consomment moins d'une planète pondère un peu nos excès à nous, ce qui n'est pas une raison pour continuer comme ça. Mais du coup, l'humanité dans son ensemble consomme à peu près 1,7, 1,8 planètes. Mais on n'en a qu'une. T'imagines pas, par exemple, toi, Augustin Morel, mettons que tu as un revenu de 2 000 € par mois et que tu en dépenses 3 000, eh ben, t'imagines pas que ça va fonctionner longtemps comme ça. Ça va juste pas fonctionner du tout. Au bout d'un moment, ton banquier, il va t'appeler, il va dire « Monsieur Morel, vous êtes en banqueroute là ». Effectivement, à ce rythme-là, on ne va pas aller bien loin. Mais malheureusement, on ne parle pas que de mon compte en banque, mais bien de notre petite place à nous, l'humanité, dans l'ensemble de l'univers, c'est-à-dire la Terre. On fait quelque chose qui est collectivement ultra grave. Je dis pas ça pour nous autoflageller, nous culpabiliser, mais si t'y penses, on fait quelque chose qui est ultra grave. C'est que on est en train de bouffer les ressources de nos enfants. Et on va laisser à nos enfants une planète fortement dégradée, avec beaucoup moins de ressources, beaucoup moins de poissons dans les mers, beaucoup moins de forêts, beaucoup moins de biodiversité, beaucoup moins d'eau douce, beaucoup moins d'énergie. Avec un climat totalement perturbé, ils seront plus nombreux, ils auront que leurs yeux pour pleurer, quoi. Est-ce qu'on peut décemment faire ça à nos gosses, quoi? Et alors, je pense pas que la peur ou la culpabilité soit un bon moteur. Mais l'amour de nos enfants, oui. N'agissons pas par peur, mais agissons par amour. Agir par amour et non par peur, c'est terriblement d'actualité. Mais alors, le système agricole actuel, dont on parlait tout à l'heure, comment peut-on l'amener à se transformer pour qu'il évolue vers l'écoculture, ou tout du moins quelque chose qui s'en approche? Quand tu penses à l'échelle macro, c'est pas évident parce que il y a des lobbies ultra puissants, il y a la FNSEA, tout le poids des politiques qui veulent être réélus à très court terme. Donc, s'ils prennent des mesures impopulaires en faveur des générations futures, bah, la génération actuelle va peut-être pas les réélire. Il y a la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe. Ça fait froid dans le dos, tout ça. Et en même temps, on s'aperçoit qu'à notre échelle humble de citoyens qui essayent d'apporter une contribution à la société, on a un pouvoir immense en fait. Et je me dis, n'attendons pas que ça change là-haut parce qu'on peut attendre longtemps, mais agissons à notre niveau. Et pour ça, la permaculture est très forte parce qu'elle t'aide à repenser ton mode de vie. Puis il y a un côté très bidouille, très boîte à outils, où avec des bouts de ficelle et tes 3 sous, bah, tu as un pouvoir pour changer ton mode de vie. Et si on est des millions à changer notre mode de vie, eh ben on fera changer les institutions. Après, tu te heurtes à une difficulté. C'est comment je peux agir d'une manière douce pour la planète et bonne pour les générations à venir, sans crever dans le monde d'aujourd'hui, qui ne me favorise pas. Parce que être un petit paysan permaculteur bio en France aujourd'hui, t'as pas d'aide, ou quasiment pas d'aide, t'as pas de soutien, le système n'est pas pensé pour toi, il n'est pas adapté à ton échelle. Il y a une tension en fait, entre penser demain et survivre aujourd'hui. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que nous on s'est aperçu ici que quelque part, très vite, on devenait en fait plus efficient que le modèle actuel. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est évident. Il y a une prime à l'innovation, je crois, et il y a une prime à des systèmes qui sont vertueux et en phase avec les grands enjeux contemporains. Et de toute façon, le temps joue en notre faveur. Parce que plus on avance, plus le modèle dominant va s'effondrer, et plus la quête d'alternatives qui marchent, d'alternatives qui font leurs preuves et qui fonctionnent,
est grande. Donc nous avons toutes les cartes en main pour s'y mettre. Alors en avant, pas d'excuses possibles. La vidéo arrive bientôt à son terme, mais avant de conclure, je voulais vous partager un dernier passage de notre entretien que je n'ai tout simplement pas réussi à insérer plus tôt dans le montage. Le sujet, la Terre. J'avais un ami que j'aimais beaucoup, Jean-Olivier Héron, il disait « c'est un jardin dans les étoiles, la Terre est un jardin dans les étoiles ». Et chaque jardinière, chaque jardinier, chaque paysan, pendant un petit laps de temps que dure sa vie, est gardien d'une petite portion de la seule planète vivante connue. Ah waouh, je me dis mais ces simples mots te donnent une responsabilité magnifique. C'est-à-dire que on a le privilège d'être né être humain sur la seule planète vivante connue. Mais quand tu penses à ça, comment répandre des produits chimiques et tuer la vie? Elle est tellement rare la vie à l'échelle de l'univers. Et juste, on a un problème en tant qu'être humain, c'est que on habite un miracle. Il n'y a pas d'autres planètes vivantes connues. Il y a peut-être d'autres, mais on ne les connaît pas. Et même si on les trouvait, elles seraient totalement hors de notre portée. Donc, on est sur la seule planète vivante connue. On vit dans un miracle de notre naissance à notre mort. Mais notre problème, c'est qu'on s'y est habitué. On ne s'émerveille plus. Ça nous semble juste normal d'être dans un monde avec des oiseaux, des papillons, des chiens, des chats, des plantes, des arbres. Alors que c'est un miracle. Il faudrait qu'on se déshabitue. Et quand tu te déshabitues et que tu retrouves cet émerveillement pour la vie, mais t'embrasses les arbres, tu leur fais des big hugs, tu tombes amoureux de ton sol, littéralement. Les vers de terre sont des créatures sacrées. Il faudrait, une idée qui me traverse l'esprit, ériger des temples en faveur des vers de terre, des mycorhizes, des bactéries du sol, parce que sans elles, on ne serait pas là. Ils sont sacrés. C'est ainsi que s'achève notre petite escapade en terre normande. J'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à le réaliser. D'ailleurs, pour le préparer, j'ai investi dans ce magnifique livre en 3 volumes, Vivre avec la Terre, manuel des jardiniers maraîchers, aux éditions Actes Sud, qui présente à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la permaculture, l'écoculture et les micro-fermes. Alors, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais je voulais vous partager honnêtement, en tant que lecteur, le bonheur que j'ai eu à parcourir les plus de 1000 pages bourrées d'illustrations et d'informations sourcées sur à peu près tout. Un travail de titan qui a occupé plusieurs années de la vie de Charles, et je peux vous dire, ça pèse son poids. Sans mentir, je suis passé à ça de tout plaquer et d'aller m'y mettre pour de vrai. Si en revanche cette approche complète vous semble être un peu trop à votre échelle, ou qu'il y a seulement certains sujets qui vous intéressent, alors vous pourriez trouver votre bonheur dans la collection Résilience. C'est des petits guides monothématiques qui pourraient aider les gens à changer de vie, mais concrètement dans leur quotidien. Et en fait, chaque guide fait une promesse à ses lectrices, à ses lecteurs. Voilà, t'es débutant au niveau 0, t'as envie de t'intéresser à faire ton pain, à cultiver ton potager, à faire ta poterie dans ton jardin ou apprendre à te soigner avec les plantes. Chaque guide donne une vision globale de l'essentiel de ce qu'il faut savoir et t'accompagne jusqu'à tes premières réalisations. Et en fait, en ce sens, il est complémentaire d'Internet, parce qu'Internet, t'as des milliards de ressources, mais c'est pas structuré, t'as un peu tout et son contraire, il te manque souvent la vision globale. Là, c'est très didactique, c'est voilà l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Par exemple, voilà les outils qu'il te faut, voilà les techniques de base, voilà comment tu les mets en œuvre. Et maintenant, lance-toi, vas-y, à toi de jouer. À vous de jouer. D'ailleurs, il y a des tonnes de ressources sur Internet. Il suffit de taper permaculture sur YouTube pour s'en rendre compte. Une vraie mine d'or. Merci d'avoir regardé ce 6e épisode. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la permaculture ou si vous l'avez déjà mise en place d'une manière ou d'une autre chez vous. Si le sujet vous a plu, retrouvez l'intégralité de notre entretien en podcast sur votre plateforme préférée. On a vraiment eu une belle conversation. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver La Ferme du Bec et Loin sur Instagram. Si l'émission vous plaît, surtout parlez-en autour de vous, on en a vraiment besoin. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, car nous sommes autoproduits, vous pouvez passer sur notre page Buy Me a Coffee. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, questions et suggestions à émissioneetaprès@gmail.com ou sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Et pour finir, Charles, un mot de la fin ? Oui, c'est que c'est une aventure joyeuse. Voilà. C'est que, ok, notre monde peut être terrifiant par bien des aspects. Prendre sa vie en main, se reconnecter avec le vivant, se reconnecter avec tes frères et sœurs humains qui partagent les mêmes aspirations, c'est éminemment joyeux, c'est une aventure heureuse. Pour moi, la transition écologique, c'est pas une vaste punition, c'est pas un truc morose, c'est un truc heureux, joyeux, qui te rapproche de ton idéal, qui te rapproche de tes rêves. Moi, ce que j'aurais envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est allez-y mes amis,
ça va vous rendre plus heureux. Allez-y joyeusement. Il y aura des difficultés, il y aura des moments confrontants, mais de toute façon, toute vie humaine en traverse. Donc autant construire notre rêve, incarner ce rêve dans la réalité, dans un petit bout de terre, pas besoin d'être grand, mais allons-y. Et le meilleur moment pour y aller, c'est pas dans 10 ans ni dans 20 ans, c'est là, aujourd'hui, là, maintenant. Alors vas-y.